Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de matos audio et vidéo. Alors Abdel et moi sommes passionnés de technologie, mais notre truc, c'est aussi le matériel vidéo pour les productions en multicaméra. Et récemment, plusieurs marques ont sorti des produits vraiment incroyables pour produire des émissions vidéo à moindre coût. On va donc revenir sur ces produits et sur cette démocratisation de produits à la base destinés au monde professionnel. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser une note sur Apple Podcast pour nous aider à référencer Dans la Poche parmi les meilleurs podcasts francophones. Salut Abdel, comment ça va ? Ça va très bien toi Florian ? Ça va super, ça va. Alors, juste pour préciser, cet épisode, je le fais notamment suite à un épisode que j'avais déjà enregistré sur le Mojo. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, c'est le journalisme mobile. Ouais, j'aime beaucoup. Et on avait parlé de l'utilisation des smartphones dans le milieu du journalisme en fait. Les smartphones, les iPhones notamment, sont utilisés de plus en plus pour faire des reportages dans le monde des news en fait, tout ce qui est BFM Télé, iTélé, etc. Et c'est vraiment une tendance pour miniaturiser le matériel, tu vois. Ça permet de baisser les coûts, ça permet d'avoir moins de personnes sur le terrain, parce qu'avant, quand tu avais une grosse caméra, un gros trépied, une lumière, un perchman, etc., tu étais obligé d'être à 4 ou 5 pour aller faire un reportage. Et maintenant, avec un iPhone, globalement, il y a une seule personne qui peut avoir son petit setup tranquille avec son iPhone, un petit micro-main ou un micro-cravate, et puis c'est réglé, tu vois. Donc c'est un peu dans cette tendance-là qu'on fait ce nouvel épisode qui est là dédié à du plus gros matériel. La production vidéo de plus grande envergure, jusqu'à présent... beaucoup de gens voient à peu près à quoi ressemble une grosse régie télé, tu vois, ou un camion régie, un car régie comme on dit. Ouais. Où il y a des énormes écrans partout, des boutons dans tous les sens, t'as une dizaine de personnes qui te permettent de faire une émission télé, tu vois. Et un peu comme le Mojo, justement, il y a des produits qui arrivent de plus en plus petits et de moins en moins chers surtout, et qui te permettent de faire plus ou moins la même chose, encore une fois, avec beaucoup moins de gens et à beaucoup moins cher. Donc c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et Abdel, toi qui es aussi passionné que moi par ce milieu de la production vidéo, et c'est aussi accessoirement ton métier, une partie de ton métier, qu'est-ce que tu penses toi de l'arrivée de ces produits à bas coût qui rendent la production vidéo accessible au plus grand nombre ? Déjà, je voulais te dire que l'épisode que tu avais fait sur le Mojo, moi j'avais vraiment adoré ça avec les gens de MVP, c'est ça, mobile oui, c'est ça. MVP. Je suis plus sûr du nom du podcast, mais oui, c'est un truc comme ça. J'avais bien aimé ça. Donc, ouais, effectivement. VMP, pardon. VMP, exactement. Vidéo, mobile, podcast. Exact. Désolé, on a massacré. Non, mais désolé les gars. Moi, je suis un fidèle de ce podcast-là, j'aime bien. Donc ouais, effectivement, c'est un peu mon quotidien puisque je suis responsable des systèmes de contrôle et d'orchestration dans justement l'industrie du broadcast, la télédiffusion, et mes clients sont majoritairement des groupes médias ou des événements télévisuels. Ou des événements culturels et ainsi de suite. Donc, je voulais juste déjà mentionner que le camion que tu as mentionné, là, le truck là, qui se parque devant là où il y a l'événement, ça déjà c'est une évolution parce qu'avant c'était des grosses installations avec des équipements encore plus lourds et avec des dizaines voire des centaines d'opérateurs pour opérer chacun des équipements. Donc le truck déjà c'est une grosse évolution en fait. Ouais, mais il faut savoir que déjà ce car régie, comme on l'appelle, c'est un camion qui coûte des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Ah non, mais ça coûte beaucoup plus que ça. Voire plus, des millions. Des camions en ce moment, c'est un peu mon quotidien. C'est le marché sur lequel je travaille principalement. En ce moment, ces camions-là, ça coûte des millions de dollars plutôt que des milliers de dollars. Et en fait, ils sont super bien équipés, donc il y a la contrainte d'avoir un espace qui est très, très petit, où il faut que tu aies des équipements qui vont te permettre de réaliser en fait la même chose que tu fais avec une grosse installation. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. On va parler seulement des produits qui sont abordables pour le grand public et ce qu'on appelle le monde semi-pro. Donc, on va expliquer exactement c'est quoi la différence justement entre le monde semi-pro et le monde pro parce qu'il y a quand même une différence. Ouais. À la limite, si tu veux commencer par ça, vas-y. En fait, quelle est, selon toi, la différence entre le monde pro et semi-pro ? En fait, c'est en termes de production et de signaux qui sont utilisés.
Si on prend par exemple les équipements qui existent aujourd'hui, souvent tu vas avoir des 4 inputs, un port HDMI, une connexion à un téléphone. Donc le nombre de signaux que tu peux gérer, c'est vraiment minime là. C'est par rapport à ce que tu peux voir. Je prends un exemple, un événement récent, le Super Bowl. Là, on part d'une matrice de 4096 carrés, genre 4096 inputs qui rentrent de signaux que tu reçois, et tu as 4096 signaux que tu mets à la sortie. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup de traitements qui se fait entre le input et le output en termes de colorimétrie, en termes de traitement de l'image, en termes de conversion, parce que des fois tu reçois un signal, si la production est faite en 4K et que tu as un signal qui arrive en 8K ou un autre qui arrive en 1080, il faudrait qu'il y ait une conversion qui est faite. Donc là on parle de gros routeurs vidéo, audio qui permettent justement de faire des workflows audio pour faire du shuffle, pour faire du breakaway, ce genre de choses. Donc il y a quand même une différence. Tu rentres dans des termes très techniques là, tu m'as perdu. mais je veux dire, il y a, c'est pas du tout le même usage. Les nouveaux produits qu'on voit, c'est super, c'est excellent, ça permet à des gens de se produire depuis chez eux. Ça a permis cette année à des artistes qui malheureusement n'ont pas pu exercer leur métier de se produire chez eux. C'est peut-être suffisant pour ce genre de production-là, mais quand on parle d'événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou comme le Super Bowl ou la NBA, les championnats de baseball ou de foot, on a des angles, on a des caméras pour chaque angle, on a un traitement qui est fait sur chacune des caméras. Les équipements dont on va parler aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont permettre de faire ce genre de réalisation. Non, bien sûr. Après, en fait, le truc, c'est que moi, je vais parler de l'entre-deux. Là, tu es dans les événements les plus gros dans le monde, que ce soit les JO, le Super Bowl, etc. Mais il y a un marché énorme entre les deux. Dans la production, ne serait-ce que d'émissions de télé. Juste ça, une émission de télé, c'est beaucoup moins gros en termes de régie de matériel qu'un événement comme les JO. Ou même une émission de télé locale ou, je sais pas moi, une captation d'un concert ou ce genre de choses. C'est beaucoup moins gros que les JO. Donc c'est plus dans cette partie-là du marché que ça m'intéresse, parce que ça va être des régies où tu vas avoir sur un plateau télé, je sais pas moi, une dizaine de caméras peut-être parfois moins sur un petit plateau télé, et tu vas avoir, je sais pas, 5-6 intervenants maximum, et quelques écrans dans le décor ou des écrans retour, etc. Tu vois, c'est dans ce genre de marché-là que j'essaie de me situer. Et pour ces régies-là, t'as pas besoin, pour moi, d'avoir autant de matos que pour du Super Bowl. On est d'accord. T'as pas besoin d'un boîtier qui te permette de gérer les ralentis pour les actions, tu vois, ce genre de trucs. Exactement. Il y a beaucoup moins de choses. Donc, en fait, à la place d'utiliser des régies qui coûtent très cher pour des émissions de télé dans ce style-là, par exemple, ou des captations, tu as maintenant des possibilités vraiment ridiculement peu chères, je trouve, qui sont à notre disposition. Et c'est ça que je trouve incroyable, en fait. Et là, le parallèle se fait très bien avec le Mojo. Parce que le Mojo, justement, ça a commencé par des chaînes locales, ça a commencé par de la news pour Internet. Donc, en fait, ce que tu mentionnes, c'est un très bon point, parce que pour une émission de télé, surtout si c'est quelque chose de local, tu n'as pas forcément besoin de toute une régie standard avec la gestion de plusieurs caméras, plusieurs angles. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Et c'est surtout que c'est... bon, alors, peut-être pas pour les grosses chaînes de télé, je parle pas en France des TF1, des France Télé, etc., mais les plus petites chaînes locales, les chaînes régionales ou ce genre de choses. C'est pas forcément des chaînes qui ont les plus gros moyens. Tu vois, ils ont pas forcément les moyens d'avoir 15 personnes en régie pour gérer une émission. Ils ont pas des moyens pour acheter des énormes régies, par exemple. Et là, c'est idéal pour moi, ce genre de produit dont on va parler bientôt, que tu peux acheter pour... allez, je sais pas moi, entre 1000 et 2000 euros ou dollars, et tu peux avoir quasiment le même résultat. Alors évidemment, tu rajoutes des accessoires, des câbles, des convertisseurs, des trucs et tout, mais tu arrives pour moi, je pense que c'est possible d'arriver à une vraie régie télé à moins de 10 000 euros ou dollars, et avoir vraiment une qualité professionnelle, quoi. Un point qui est important, en fait, le paradigme aujourd'hui a changé dans le sens où avant, produire du contenu, c'était réservé à des groupes médias. C'était des chaînes de télé qui produisaient des vidéos, du contenu de divertissement ou sportif ou peu importe. Aujourd'hui, on a des créateurs de contenu qui font des productions depuis chez eux. Ça fait quoi ? Ça fait une bonne dizaine d'années que YouTube est devenu l'endroit
genre reconnues pour justement ces productions-là. Donc, il n'y a pas que les productions télé, il n'y a pas que les productions de chaînes locales. Il y a des productions en fait qui se font et qui sont de super bonne qualité en termes de contenu, en termes de contenant. Et donc, c'est sûr que l'utilisation de ces équipements-là n'est pas la même. Et les gens qui ont commencé à produire ces équipements-là, c'est des gens qui ont une expérience utilisateur qui est complètement différente. Des gens qui produisent les émissions télé standard, on va dire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc si tu prends par exemple, on prend un équipement là, comme les produits Blackmagic là, qui permettent de justement faire du multicam. Ces produits-là, si tu donnes ça à un créateur de contenu d'aujourd'hui et tu prends son feedback en termes d'expérience utilisateur, il va trouver ça excellent parce que ça correspond à son mode de fonctionnement, c'est moderne, les interfaces correspondent plus à cette tranche de personnes. Mais si tu donnes ça à un opérateur de télé standard, il va rien comprendre. Hein. Donc, c'est en termes de workflow aussi que les produits pro et semi-pro se distinguent. L'expérience utilisateur n'est pas la même entre ces produits-là. Donc, nous, on va trouver ça super cool, ces produits-là, Blackmagic, qui te permettent de justement des indicateurs qui sont plus modernes, des interfaces utilisateurs qui sont plus modernes. Et si tu en parles à un opérateur standard, lui, il va rien comprendre là-dedans. Lui, il veut son propre workflow. Et ça, c'est un des challenges qu'on a dans le monde pro. Donc, il y a une expérience utilisateur qu'il faut maintenir pour ces gens-là parce qu'ils suivent des formations, des standards. L'industrie est très normée, donc il ne faut pas trop s'éloigner de leur expérience utilisateur. Ouais, mais pour moi, je pars du principe où tant que ça marche, il n'y a pas de raison de s'en priver en fait. Si le truc il coûte beaucoup moins cher et que tu as les mêmes fonctionnalités et qu'il faut juste se reformer sur une nouvelle interface, excuse-moi, mais c'est un peu des mecs qui n'ont pas trop envie d'évoluer s'ils sont réfractaires à ces nouveaux trucs-là. Bon, c'est pas moi qui le dis. Bah non, mais je sais pas. Mais c'est comme au départ quand il y avait les appareils réflexes et que les cadreurs qui étaient habitués à des énormes caméras à leur épaule qui pesaient des kilos là, se plaignaient et dénigraient ces nouveaux boîtiers. Je pense qu'aujourd'hui, soit ils ont toujours, ils sont restés sur leur position et ils se retrouvent un peu comme des, je veux pas dire le mot, mais ils n'ont pas pu évoluer dans leur métier parce qu'ils n'ont pas sauté le pas. Et puis il y en a d'autres qui ont sauté le pas, qui se sont habitués à ces boîtiers réflexes, qui ont appris à les utiliser, à transformer leur métier en conséquence et qui, eux, ont réussi le changement de technologie, tu vois. Et la production mobile aujourd'hui force ces gens-là un peu à aller vers ces nouveaux workflows puis ces nouvelles façons de faire. Mais bon, comme je dis, c'est juste deux façons différentes d'utiliser les produits. C'est deux expériences utilisateurs qui sont complètement différentes. Je suis d'accord avec toi, les gens évoluent pas aussi rapidement que la technologie. Il reste quand même encore des réfractaires là, par rapport à ces workflows-là. Ouais. Bah après, donc tu as parlé de Blackmagic et notamment le produit qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a donné l'idée de ce podcast, c'est le Blackmagic ATEM Mini Extreme. Et ça, c'est un produit qui coûte environ $1000 US et qui te permet de rentrer 8 sources, donc 8 potentielles caméras dans un petit boîtier qui est aussi grand que ton clavier. Tu peux rentrer 8 caméras à l'intérieur et tu peux faire du multicam. Tu peux faire une émission avec 8 caméras, des logos, des transitions, des picture-in-picture, etc. Et moi, je trouve ça incroyable. Et ça pour environ $1000, tu vois. Donc, il y a ça. Plus, après, en partie audio, tu as par exemple le Rodecaster Pro, dont on a parlé pas mal parce que dans le milieu du podcast, c'est un produit qui est assez plébiscité en ce moment, où tu peux avoir 4 micros branché sur la console, plus rajouter un téléphone, un ordinateur, etc. pour avoir du son en plus. Et ça, encore une fois, ça coûte moins de $1000. Donc pour $2000, tu as une solution vraiment incroyable pour faire du multicam et avoir une régie, on va dire vidéo et audio de très bonne qualité, tu vois. Donc ça, franchement, pour très peu d'argent, tu peux arriver à faire une super qualité. Et au-delà des chaînes régionales, les chaînes de télé et autres, tu peux penser à tous ces gens qui, pendant le confinement ou même avant, ont commencé à faire des lives sur YouTube, à faire des lives Twitch, à faire des lives sur Facebook, ce genre de choses, des zooms avec plusieurs caméras et autres. Et ça, franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. C'est une super évolution, en fait.
Ouais, exact. Avec la pandémie, on a vu des gens des artistes surtout qui se produisaient de chez eux et on a bien vu l'évolution de la qualité de leur production. On voyait que les premiers jours, c'était un Facebook Live tout simplement avec beaucoup de coupures, beaucoup de lag. Et puis par la suite, on voyait que déjà, on quittait un peu l'aspect mobile et on commençait à produire, les gens ont commencé à produire plus depuis chez eux avec une mini régie, avec déjà un ordinateur et une caméra plutôt qu'un téléphone mobile. On voyait un peu l'évolution. Ça, on l'a vu, surtout, on regardait beaucoup les productions de Paul Taylor. Ouais. Et puis, on a vu comment il est passé de rien du tout à quelque chose qui est très présentable et voir d'autres personnes qui aujourd'hui font du contenu mais vraiment excellent depuis chez eux avec une super bonne qualité. Ouais. Mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les caméras parce que justement à l'époque c'était considéré, ça prend telle caméra pour se considérer professionnel, pour que mon contenu soit considéré professionnel. Et puis avec le temps on s'est rendu compte que les nouveaux réflexes ou les full frame permettaient justement de qualité de caméra qui coûtaient des dizaines de milliers de dollars. Et les gens se sont rendus compte que, en fait, on commence à prendre au sérieux ces gens. Parce qu'à l'époque, c'était, je te donne un exemple, un événement sportif, parce que tu vois un photographe qui arrive avec un petit Sony. À l'époque, je te disais il y a 5-6 ans, les petits Sony, la série Alpha, et qui prenaient des photos. Ses collègues photographes qui, eux, avaient des D1 ou des D5 ou des D800 de Nikon, qui avaient 3 appareils collés sur eux sur la ceinture. Eux, ils la regardaient d'une façon, mais c'est qui ces petits amateurs ? Aujourd'hui, tu prends une autre image 5 ou 6 ans après, je dirais même plus que 5-6 ans, et tu vas voir que tout le monde s'est équipé de Sony, tout le monde a la gamme Alpha maintenant, il n'y a plus les gros boîtiers Canon, les gros boîtiers Nikon et tout ça. Là, tout le monde a changé pour ces nouveaux boîtiers Sony parce qu'ils se sont rendus compte, c'est plus léger, c'est plus intuitif, ça permet plus de choses, c'est plus technologique en termes de communication, en termes de... Et tout le monde a fait le saut vers ces appareils-là. Et on le voit aussi, Canon aussi, dans leur nouvelle caméra, en fait, ils ont changé la façon qu'ils les construisaient. Aujourd'hui, tu as plus de technologie, ils sont plus légers, ils sont un peu plus modernes, on va dire, plutôt que les gros blocs qu'on avait avant, là, c'était énorme comme appareil photo. Donc ouais, c'est une question de perception. Il y a toujours les gens qui se considèrent professionnels depuis toujours, qui vont toujours mépriser ceux qui commencent à arriver dans l'industrie ou dans la production. Donc ça, t'es bien placé pour le savoir. Les gens qui faisaient des vidéos YouTube étaient mal perçus par les gens qui faisaient des contenus à la télé. Tout à fait. Parce que ça disait, oh, c'est qui ces petits créateurs, ils font des petites vidéos sur Internet, c'est pas professionnel. Et avec le temps, il y a eu des gens qui produisaient des trucs qui étaient incroyables. Et on le voit maintenant, il y a des gens qui sont sur YouTube, qui font des films, qui font des documentaires, que ce soit pour la télé, que ce soit pour Netflix. Donc c'est pas une question de... C'est pas une question de matériel, c'est plutôt une question de est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que ce matériel-là répond à mes besoins ? Est-ce que je suis capable de livrer quelque chose de très bonne qualité avec ces équipements qui coûtent... qui aujourd'hui sont plus démocratisés et qui coûtent moins cher que les équipements, on va dire entre guillemets, professionnels. Ouais. Mais j'ai bien aimé ton exemple de Paul Taylor, d'ailleurs, qui... ça fait quasiment 1 an qu'il a commencé à faire des lives sur sa chaîne YouTube. Et au départ, en effet, il a commencé avec sa webcam et le micro de son MacBook directement, tu vois. Et 1 an plus tard, ou même pas, il est avec une solution, on va dire, enfin, pas professionnelle, mais semi-pro, avec une vraie caméra qu'il utilise en guise de webcam, un micro de podcast avec un bon son, un logiciel qui lui permet de faire des animations, d'avoir des invités, d'avoir des petits jingles, d'avoir des logos, etc. Et de pouvoir streamer, d'afficher les commentaires des gens en direct, de proposer des replays, etc. Et moi, je trouve ça incroyable de pouvoir tout faire à 1 ou 2 personnes maximum pour si peu cher et en si peu de temps. C'est surtout ça qui est impressionnant. Et ça offre une flexibilité incroyable pour tous les créateurs, et il y en a encore d'autres qui vont arriver sûrement sur YouTube ou sur Twitch. De plus en plus de gens s'y mettent et vont pouvoir proposer des contenus de qualité. Et moi, je trouve ça dingue parce que c'est l'évolution de la technologie, c'est de plus en plus accessible. Alors comme le montage au départ c'était réservé aux professionnels avec des installations de fou, des ordinateurs ultra puissants, c'est devenu accessible au plus grand nombre parce que les ordinateurs sont plus puissants et moins chers.
tu as des logiciels qui coûtent de moins en moins cher, tu as des fonctionnalités qui étaient réservées, encore une fois, aux logiciels pro, je sais pas, même pour faire de l'incrustation fond vert ou alors un peu de tracking pour des textes ou ce genre de choses, et maintenant c'est presque gratuit en fait. Donc toute cette évolution-là, c'est quelque chose de positif, je trouve, et c'est pas parce que tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel depuis une vingtaine d'années et que tu étais habitué à ton petit confort et ta sécurité parce que tu maîtrisais des outils d'une ancienne génération qu'il faut être réfractaire aux nouveautés en fait. Il faut évoluer avec ça et au contraire, c'est l'expérience que ces gens-là dans l'audiovisuel ont, il faut qu'ils s'en servent comme force pour évoluer plus vite et proposer des nouvelles solutions et améliorer les émissions qu'ils vont produire ou les shows qu'ils vont produire, tu vois. Oui, on le voit dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine de la créativité ou la création de contenu. On le voyait aussi dans le développement logiciel. Il y a des gens qui commençaient à coder chez eux, qui sont devenus très bons, pas forcément un bac+5 et qui ont lancé leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est des réussites à prendre en exemple. Donc, on aura toujours des gens qui vont être réfractaires, qui vont avoir peur pour leur industrie, pour leur métier, et qui vont être réfractaires en fait à accepter ces nouveaux arrivés dans leur domaine. Donc là, on parlait de YouTube par rapport aux gens qui produisent des émissions télé. On les voit aujourd'hui, c'est de la créativité. Ces gens-là, ils produisent sur YouTube parce que c'était accessible. S'ils avaient des portes ouvertes des télés, ils auraient produit sur les chaînes de télé. Et on le voit aujourd'hui, ils font le saut de YouTube vers la télé. Donc... Et c'est surtout que maintenant, les chaînes de télé passent sur Internet. J'ai regardé récemment, alors je n'ai pas trop creusé le sujet, mais le présentateur de Questions pour un champion, Samuel Etienne, il me semble, s'est lancé sur Twitch, par exemple. Ça, c'est un animateur de télé qui se lance sur le web et qui va expérimenter de créer du contenu sur Internet. Et ça marche, tu vois. Et les chaînes de télé sont curieuses de voir comment les émissions télé ou le contenu éditorial peut être transposé sur Internet. Ça, je trouve ça cool. Pour le coup, c'est une chaîne de télé qui évolue ou c'est un présentateur qui évolue et qui n'est pas réfractaire à ça. Donc moi, je trouve ça intéressant. Ouais, on le voit dans plusieurs secteurs. Dans le monde du journalisme ou de l'information, là, il y a par exemple Hugo Décrypte qui faisait des vidéos chez lui et maintenant il se fait inviter sur des plateaux télé. Ouais. Parce que son contenu est apprécié par une bonne partie de sa communauté et que les chaînes de télé, maintenant, ils veulent un peu ne pas perdre la main sur cette partie-là et en utilisant ces gens, ils essaient de ramener l'audience un peu vers eux, quoi. Ouais, et c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui n'a pas forcément travaillé dans des chaînes de télé auparavant, ou n'a pas fait de grandes carrières dans le milieu du journalisme, et pourtant, il a une énorme communauté qui le suit sur Internet, il crée du contenu de qualité, avec des bonnes sources, etc. Et beaucoup plus de gens le regardent peut-être que d'autres chaînes de télé. Donc c'est aussi ça qui peut effrayer les chaînes historiques. Et justement, le fait de ne pas venir de l'intérieur, c'est ça qui permet d'avoir cette créativité, avoir ces nouvelles idées, parce que quand tu es à l'intérieur, il y a des choses que tu ne vois plus après un certain nombre d'années. Il y a des choses que tu ne vois plus. Donc quelqu'un plus frais qui, lui, n'a pas eu cette formation classique de journaliste ou qui n'a pas fait une régie, il n'a pas travaillé dans un journal ou dans une chaîne de télé pour info pendant des années, lui, il va avoir des nouvelles idées, il va être plus frais, il va avoir des concepts à tester que des chaînes de télé ne peuvent pas souvent se permettre de tester parce que ils vont sortir de leur ligne éditoriale, ils vont sortir de leur petite coquille qui fait que tu les reconnais directement, mais avec ces nouvelles personnes-là, je pense que maintenant, ils revoient un peu leur façon de faire. Ouais. Et pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, je trouve que ça va dans le bon sens. Moi, je suis content de voir que ces produits-là existent ou arrivent en tout cas. J'aimerais bien les tester d'ailleurs. Alors même si pour l'instant, au niveau situation professionnelle, c'est pas forcément le meilleur moment pour moi pour tester ces outils, je suis vraiment intéressé pour les essayer. Et j'ai hâte de voir des créateurs sur Internet ou dans des milieux semi-pro essayer ces produits-là et vraiment réaliser des choses avec.
pour voir si ça tient bien le coup et si c'est vraiment exploitable professionnellement, mais ce que je pense sans aucun doute. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir s'il y a des indépendants ou des gens qui sont dans le domaine de l'audiovisuel, qui proposent des prestations dans ce style, qui écoutent ce podcast. Est-ce que ce genre de produit vous intéresse ou est-ce que vous trouvez ça trop cheap ou pas assez pro? Est-ce qu'il vous manque beaucoup d'options que vous utilisez d'habitude, ce genre de choses? Je sais que l'épisode qu'on vient de faire, ça prête à pas mal de critiques parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais non mais pourquoi tu te permets de parler de ça, t'es pas un professionnel et d'autres. Moi je trouve ça intéressant d'ouvrir le débat en fait. C'est pas parce que vous êtes contre ces technologies là que vous devez absolument les refuser pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent en avoir une vraie utilité, donc voilà, je suis intéressé qu'il y ait un débat constructif dans les commentaires de ce podcast et qu'on puisse vous lire, voilà. Mais je te pose une question, Florian. Là demain, je t'offre le Rodecaster. Comment tu l'utiliserais dans ton setup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Comment tu l'utiliserais dans... En fait, dans mon utilisation actuelle du podcast, pour l'instant, j'en ferai rien de plus parce que j'en ai pas besoin. Parce que clairement, on n'est que deux à parler et que déjà, le Zoom H6 que j'ai là, c'est trop par rapport à ce qu'on fait. Mais par exemple, il y a des prestations que je pouvais faire en indépendant quand j'étais à Paris, où c'était une émission avec 4 ou 5 invités, ou alors des conférences avec 4 ou 5 personnes. Eh bien ça pouvait être intéressant parce que en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais pas de système multicaméra et tout ça. Donc en fait, j'enregistrais tout sur des cartes SD sur les caméras. Donc j'avais mes caméras séparées et je devais faire le montage en post-production. Donc j'avais chaque caméra qui avait des micros XLR dedans et après je devais faire mon multicam et tout, donc ça prenait plus de temps. Par contre, si j'avais par exemple le Blackmagic 8M Mini et le Rodecaster Pro comme outil, et bien là je pourrais tout rentrer dans ces deux boîtiers là et je pourrais avoir mon multicam qui serait fait instantanément, que je pourrais faire sur place pendant la conférence, et les micros qui rentrent, etc. Je pourrais faire le mix en même temps et ensuite à la fin de l'enregistrement, ma production serait quasiment terminée en fait. J'aurais peut-être juste des petits ajustements à faire au montage derrière, mais globalement, le travail serait fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais dans la situation actuelle, juste pour le podcast, c'est pas forcément le plus utile pour nous, vu qu'on est que tous les deux. Mais pour des gens qui ont des podcasts à 3 ou 4 personnes, ça peut être cool. Et au prix que ça coûte, franchement, je pense que c'est vraiment pas cher. Pour ce que ça permet, les portes que ça ouvre, les opportunités que ça ouvre, je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est. Mais c'est bien, le marché se démocratise. Donc maintenant, les créateurs de contenu sont reconnus, il y en a partout. Et les marques ont besoin de justement sortir des produits qui permettent justement de faire des productions à moindre coût. Donc c'est bien, c'est le consommateur qui en sort gagnant. Donc s'il y a des produits comme ça qui coûtent pas très cher, tant mieux. Hein. Et puis ça s'applique aussi pour la même chose pour les micros. Hein. Les micros, ça coûtait super cher. Maintenant que tout le monde fait du podcast, et tant mieux, parce que c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de débat et de discussion. Bah, les micros ont ils ont baissé les prix. La compagnie Blue, c'est ça, les Blue Yeti ont commencé à faire des micros. Bon, c'est pas ouf là en termes de qualité, mais je veux dire quand ça a commencé. Mais aujourd'hui, c'est des micros avec une qualité assez respectable et tu peux carrément produire un podcast avec ça. Hein. Ouais, tout à fait. Mais Rode, ils sont très bons sur ce secteur-là. Le grand public. Ils ont fait beaucoup de choses les dernières années. Ils sortent énormément de produits qui permettent justement de produire à moindre coût. Donc, on va les suivre. Blackmagic et Rode, pour moi, là, c'est deux entreprises qui te permettent d'avoir des produits de très bonne qualité à moindre coût. Et il y a Zoom aussi, qui fait les enregistreurs notamment, commence à proposer des produits un petit peu concurrents de Rode, même si pour l'instant, je les trouve un petit peu moins sexy. Mais ils sont moins chers encore que ceux de Rode, donc c'est vraiment intéressant. Et les grosses marques comme les Audio-Technica, les Sennheiser, est-ce que en termes de prix, est-ce que tu trouves que ça s'est démocratisé, ça a baissé depuis quelques temps? Chacune de ces marques propose des micros de moins en moins chers, aux alentours des $100, etc. Après, je les ai pas encore vus vraiment sortir de consoles son, des choses comme ça, dans le même style que Rode ou Zoom, par exemple.
Mais ça va peut-être arriver. Hein. Après, ces marques-là sont plus dans le domaine des casques ou des micros, donc elles ont peut-être pas encore l'objectif de sortir des produits dans ce style. Mais c'est vrai que globalement, les prix des produits baissent et pour une qualité qui est toujours aussi bonne, voire meilleure. Donc c'est très encourageant. Alors, je dirais, bon, quelqu'un qui se lance demain, un petit jeune qui se lance dans l'industrie de la production vidéo, puis se dit, bon, je vais aller faire faire des captations de vidéos d'entreprise ou d'événements ou quelque chose. Donc, on se dit que, bon, si c'est du live, puis il faut qu'il y ait du traitement. Toi, tu recommandes le Blackmagic, le ATM, c'est ça? Ouais, l'ATEM Mini, en fait, c'est un boîtier vraiment très très compact. Tu peux avoir un mélangeur, donc le petit boîtier avec 4 entrées. Tu peux rentrer 4 caméras par exemple dedans pour moins de $500 ou 500 €. Donc ça, c'est vraiment cool. Je te dis, tu peux faire une petite captation avec 4 caméras ou alors 3 caméras et un ordinateur que tu rentres dedans avec moins de $500. Après, il te faut évidemment tes caméras, ça c'est sûr. Ce qui est largement suffisant, on est d'accord. 3 caméras, c'est quand même... Tout dépend de ta production, c'est toujours la même chose, ça dépend. Mais bon, pour une petite émission, par exemple, oui, ça peut suffire largement. Je te dis, tu peux rajouter tes petits logos, tes petits génériques, etc. La mixette de son à côté, il y a des mixettes de son qui coûtent, je sais pas moi, 200 €, $200, qui font très bien l'affaire, encore une fois, pour 4 micros. Donc voilà, après, en guise de caméra... si c'est pour de la captation, tu peux t'en sortir avec des caméras à environ 1000 ou 1500 €, je pense. Et même chez Blackmagic, ils font des caméras pas si chères que ça. C'est ça qui est incroyable. Il y a sûrement plein d'autres modèles. Là, je les ai pas en tête, mais c'est vrai que pour de la captation, tu peux prendre un petit trépied qui coûte pas forcément très cher parce que tu vas pas faire des mouvements de fou. T'as pas forcément, c'est des émissions où tu vas pas faire des mouvements, donc t'as pas besoin de tête fluide ou de trucs comme ça. Tu peux juste les poser. Au final, ouais, je te dis, c'est pas très cher en termes de micro. Imagine que tu as des micros podcast avec une connectique XLR. Les micros comme on a ici qui coûtent moins de $100 à l'unité, c'est pas cher du tout. Tu vois, tu arrives à avoir une qualité quand même assez incroyable pour pas cher du tout. C'est ça qui est... Moi, je me rappelle très bien dans un des CES, je sais plus c'était quelle année, je te voyais justement, c'était avec Zero One TV. Ouais. Et t'avais des petites webcams, c'est ça? Ouais, c'était vraiment... pour moi, à l'époque, c'était du bricolage, mais on avait fait une émission en direct sur YouTube avec 4 webcams des Logitech. Logitech exact. Full HD avec je te dis que je rentrais ça en USB dans mon ordinateur, on faisait avec je sais plus c'était OBS ou Wirecast, un truc comme ça, et après on avait nos micros HF parce que comme on faisait des reportages, on avait quand même des micros HF, voilà. Mais et je rentrais ça dans, je sais même plus dans quoi je rentrais ça, dans une petite console. On avait dû acheter une petite console. Tu utilisais Sony Vegas à l'époque, non? Ouais, on avait Sony Vegas. Je me rappelle très, mais j'ai vraiment cette image, toi et c'était Jérôme, et c'était justement vous faisiez l'interview de l'ancien patron de Pirate. Son nom me revient pas. Henri Sédou. Henri Sédou, exact. Et je me rappelle avec Jérôme, vous faisiez le câblage justement des caméras, les Logitech, puis j'étais surpris, je me suis dit ah ouais des caméras Logitech. Et je me rappelle que tu m'en avais parlé après, et ces caméras-là d'ailleurs sont très reconnues, puis elles ont une qualité super bonne. À l'époque, faire une production 1080p, ouais. C'était largement suffisant. Ouais, donc après, bon, la qualité n'était pas génialissime parce que bon, faut pas déconner, c'est des webcams, mais on arrivait à faire une émission en direct sur Internet qu'on pouvait diffuser au monde entier. Bien sûr. Avec 3 webcams, faire une sorte de petit mélange là, comme ça, avec du son de bonne qualité quand même. Je pouvais envoyer mes génériques que j'avais mis dans OBS ou Wirecast, je sais plus. Et voilà, on arrivait avec très très peu de moyens finalement. Alors après, ça a évolué au niveau matériel et tout, mais globalement, c'était faisable. Donc pour ça, je dis que la technologie évolue, mais dans le bon sens. Et je trouve, c'est passionnant en fait. Mais ça, c'est un bon exemple pour les gens et un bon message pour les gens qui veulent produire du contenu, qui ont ce côté créatif et qui attendent d'avoir du matériel pour commencer. Bon, Florian faisait une émission qui a été diffusée à je ne sais pas combien de personnes avec des webcams Logitech. Donc aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui a une meilleure qualité. Donc si vous oui, c'est clair. Si vous voulez vous lancer, commencez par ce que vous avez. Et puis par la suite, l'équipement vous allez définir vos besoins et puis vous allez changer vos équipements. Vous avez changé pour quel type de caméra par la suite? C'était quoi comme... Après, on avait des caméras Sony, c'était des
caméscopes là, un peu semi-pro aussi. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle très bien de ça des aussi. petites caméras Sony que tu pouvais brancher soit en HDMI ou en SDI. Et puis on avait un TriCaster mini, mais qui était déjà au-dessus des 10 000 euros, tu vois. Et tu pouvais rentrer 4 caméras dedans. Donc imagine le contraste entre il y a quelques années où tu avais ce TriCaster mini à plus de 10 000 voire 15 000 où tu rentrais 4 caméras, et maintenant un Blackmagic ATEM mini où tu rentres 4 caméras mais pour 500 euros, tu vois. C'est bon, faut que les gens sachent que Florian n'est pas sponsorisé par Blackmagic. Non, du tout. Il est juste fan du produit. Il n'est pas non plus sponsorisé par Rode. Je pense que ce que tu as acheté de chez Rode. Clairement, mais sinon je le dirais. Mais c'est juste que je suis enthousiaste à l'idée de voir ces produits arriver sur le marché et être utilisés par des gens, tu vois. Et même si j'en ai pas l'utilité, j'ai envie de les avoir pour les essayer, en fait. C'est ça qui est ouf. Bah, c'est ça la passion, tester des nouveaux produits. Mais bon, voilà. Si jamais on a la chance de les essayer, on vous le dira, évidemment. On fera des photos ou des vidéos. Mais c'est top. Ouais, moi je pense que cette dernière année, l'année 2020, avec la pandémie, je pense que ça a ouvert un horizon énorme et incroyable pour les créateurs de contenu. Ce genre de production mobile, moi j'ai toujours adoré le concept de Mojo. Je trouvais que justement ça faisait un nouveau journalisme en fait. Et il y a des chaînes en fait qui ont été créées. Je pense que BFM a créé une chaîne 100% mobile où est-ce que les gens avaient tout ce qu'il fallait en termes de... Et j'écoutais beaucoup le podcast de Vidéo Mobile Podcast parce qu'ils en parlaient beaucoup, et puis c'est des passionnés, et puis moi je kiffais beaucoup là, les entendre sur le sujet. Donc, je crois que c'est BFM Paris la chaîne en question. Ouais. Et BFM Lyon, si je me trompe pas, ils ont créé des antennes en fait de BFM dans des régions, et justement c'est uniquement basé sur ces produits là. Ouais, je sais pas si tu vois maintenant pour un événement quelconque, quand tu vois les micros là, quand les gens entendent les micros, tu vois maintenant les nouveaux logos. Toutes ces personnes qui ont commencé à faire de la production chez eux et qui maintenant sont devenus des groupes médias à part entière, et ils font de la production, sont suivis par des millions de personnes quotidiennement pour de l'info ou pour du documentaire. Donc je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère où est-ce que la création de contenu est à la portée de tout le monde. Bien évidemment, comme dans tout domaine, quand tu ouvres ça à tout le monde, tu as un côté négatif parce que tu as des gens qui peuvent Bien sûr. diffuser de la haine et tout, comme on voit un peu dans les réseaux sociaux. Mais ça reste quand même très, très bénéfique. Après, on ne rentrera pas là-dedans, la question des fake news. Tout le monde a la possibilité de faire des informations aujourd'hui. Donc, vérifier et faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on lit. Mais tu vois là, en faisant le podcast, là, je suis en train de regarder mon téléphone, et je me rappelle qu'il y a une application où tu peux faire du multicam avec avec plusieurs iPhones et un iPad. Et c'est une application qui s'appelle Switcher Studio. Et en gros, tu peux avoir un iPad qui va te servir de régie. Et tu vas, quand tu es sur un même réseau Wi-Fi, tu vas connecter plusieurs iPhones avec cette application-là, qui eux vont être tes caméras. Tu vas récupérer le signal de tes iPhones dans l'iPad, et tu vas pouvoir faire ton mélange directement sur l'iPad. Tu vas pouvoir choisir iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 ou 4 ou 5, et puis tu vas pouvoir diffuser ça en live directement. Moi, je trouve ça fantastique. Oui, c'est excellent. Même si, bon, il y a peut-être des limitations parce que ça passe par le réseau, que t'as pas la sécurité des câbles et tout, qui font que ça peut planter plus facilement, on est d'accord, mais juste la possibilité de faire ça, d'ajouter des visuels, de faire mettre des caméras côte à côte, ce genre de choses. Voilà, c'est des outils aussi qui existent, qui sont là pour le coup encore peut-être un peu plus expérimentaux que les boîtiers dont on a parlé plus tôt. Mais je trouve ça quand même cool que ça existe, tu vois. Mais ces workflows-là vont devenir encore plus... ils vont se répandre encore plus avec une connexion plus rapide avec la 5G. Ouais. Donc, je pense que le monde s'en va dans ce sens. Donc, on va voir beaucoup de ces workflows-là dans le futur. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris. Je suis surtout très enthousiaste à l'idée de découvrir ces produits-là plus en détail, et j'étais content d'en parler un petit peu. Vous aurez compris que je trouve que c'est une très bonne
une très bonne idée d'aller dans cette direction-là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés en tout cas. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un avis sur Apple Podcast pour aider à nous référencer et faire connaître Dans la Poche. Si vous appréciez le podcast, c'est une petite action mais qui peut nous aider énormément. Donc n'hésitez pas. Et également, n'hésitez pas à nous suggérer des idées de sujets qui pourraient vous intéresser à l'avenir. On est à l'écoute pour des futurs podcasts. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et on vous dit à très vite dans votre poche.